Voilà, je propose à Thomas Nargiros, Christina Stump, Carolina Lorenzon, Grégoire Polat et Christophe Tardieu de me rejoindre. Et peut-être pour vous proposer, enfin pour démarrer ce temps d'échange, un exercice à deux voix, enfin on verra dans quel ordre Christophe Tardieu et Christina Stump, puisqu'effectivement il y a eu un accord au trilogue qui a été annoncé fin de semaine dernière et donc qui devrait graver dans le marbre les contours de la future directive SMA. Il y a sur les sujets droit d'auteur que vous suivez plus particulièrement, Mme Stump, des avancées mais qui sont pas encore conclusives. Bref, est-ce que sur tous ces chantiers du Single Digital Market, vous pouvez faire un point, une espèce d'état des lieux des réflexions, des avancements. Ce n'est pas forcément toujours facile à suivre quand on n'est pas à la commission. Christophe, Mme Stump, chacun dans votre domaine, bien évidemment. Good afternoon, everybody. So I will make my intervention in English because I am working mostly in this area with this language. So maybe to set the scene a little bit for this panel, because it's often important to take a step back when we are looking at the initiatives related to the digital single market. So as you know, the Commission has proposed an extensive package already in 2015 on the digital single market, having a lot of elements, including on data economy or on telecommunications. And a very important part of the package were also several proposals related to the audiovisual field. So I will concentrate on those in this panel. So as you may already know, these are basically four instruments that may be very relevant for this audience. One is the portability regulation that was already passed, and that was an important but very targeted proposal that makes it possible already from the 1st of April for consumers to have access to their content when they are traveling. So this was a first step and a very targeted approach, but already Europeans can benefit from this. Then, indeed, another element of this package was the revision of the Audiovisual Media Services Directive, also with the aim to adapt this directive to the new realities, including video sharing platforms and so on. So indeed, last week, a political agreement has been made on this instrument after more than 1 year of negotiations. So I think that is already also a very good news when it comes, for example, to the protection of minors, or specifically for the audience, for the promotion of European works on video sharing platforms, on video-on-demand platforms. So that is already another deliverable that is very close to materializing. And then there are indeed two more elements of this package that are also very important in this circle. They are related to copyright. One of them is the regulation on the transmission and retransmission of television programs. As you know, this aims to facilitate basically rights clearance for television programs and for a transmission of programs, similar to the instrument that was passed for cable and satellite a lot of years ago. So this instrument aims to have the same or similar benefits in the new environment. And then last but not least, there is also the directive on copyright in the digital single market that also aims to... Il y avait que quand même. So, back to the directive.
So basically, the directive is a very comprehensive package proposing several elements to adapt copyright to the new environment. So without going into all elements, here we are aiming to address also the situation of right holders regarding video sharing platforms, so to give them a better protection and a better remuneration. Also reflecting about publishers, giving them also a right for better monetize their content, to contribute also to media freedom and the quality journalism, and also other elements that aim to provide basically a good solution both for consumers to access content, but at the same time to help basically copyright holders to better remunerate their content. So basically on these last two instruments, on the regulation, we are currently in the trilogue phase, so discussions are still ongoing, and from the Commission side, we hope that this can be concluded soon, as the negotiations have already started a while ago. And on the directive, we are close to a point when both co-legislators will adopt their positions, and then we can go to the final round of negotiations. So that is a little bit of the state of play where we stand. Thank you very much. Maybe we can let Christophe Tardieu give a complementary approach seen from the French window. D'abord, je veux dire toute mon admiration à ma voisine de droite pour avoir réussi à résumer en quelques minutes des sujets extrêmement compliqués. Moi, je retiendrai trois éléments fondamentaux. D'abord, la directive SMA, bon, il y a encore quelques petites réunions de calage et de réglage, mais globalement, les principaux sujets sont derrière nous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette directive? C'est trois points fondamentaux. Le premier d'abord, c'est le principe de la possibilité de taxer, que ce soit des plateformes ou des télévisions qui émettent depuis l'étranger dans le pays de consommation, dans le pays de destination. Ça, c'est fondamental. La France et l'Allemagne avaient pris une longueur d'avance par rapport à leurs collègues européens avec la taxation des plateformes numériques, je pense notamment à Netflix. Là, maintenant, c'est une possibilité qui est ouverte grâce à cette directive dans l'ensemble des pays européens. Et le deuxième point, par une bizarrerie de texte qu'on n'avait pas bien comprise, les télévisions émettant de l'étranger ne pouvaient pas être taxées dans le pays de consommation, dans le pays de destination. Il y avait pour nous, en tout cas en France, un cas particulièrement important qui nous tenait tout particulièrement à cœur. Ça a été un peu difficile de convaincre les rapporteurs au Parlement européen. Néanmoins, là aussi, c'est une victoire complète. Donc ça, c'est naturellement très important. Il aurait été totalement absurde que le linéaire et le non-linéaire ne soient pas traités de la même manière. À partir du moment où on accepte le principe de la taxation dans le pays de consommation, qu'on soit en linéaire ou en non-linéaire, quelle importance? Bien. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point très important, c'est que a été validée la très grande avancée que Françoise Nyssen, la ministre de la Culture française, avait obtenue l'année dernière lors du premier conseil des ministres européens auquel elle avait assisté, qui était de faire en sorte que les plateformes aient une obligation de 20%, c'était dans le premier texte, d'exposition d'œuvres européennes, et Françoise Nyssen a obtenu de passer à 30%. Bon. Alors, pour nous, 30% pour la France, c'est un minimum, naturellement. Ce n'est pas un chiffre fondamental, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, notre réglementation prévoit une exposition de 60% d'œuvres européennes. Mais pour un très grand nombre de pays européens, notamment des petits pays européens, le fait d'introduire ces 30% sur les plateformes d'œuvres européennes, c'est naturellement quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il y a un troisième point tout aussi fondamental dans la directive, c'est cette obligation d'exposition sur les plateformes des œuvres européennes. Et ça, alors, pour ce qui nous concerne, on sera naturellement extrêmement vigilant dans les textes qui vont transposer la directive à obtenir des choses naturellement qualitatives et importantes. Mais pour nous, en effet, c'est pas tout de dire dans mon catalogue, j'ai réussi à avoir 30% ou 50 ou 60% d'œuvres européennes et ne pas les exposer ou ne pas les mettre en avant. Ça pose un sujet, et je l'introduis tout de suite, ce qui permettra d'en débattre et je n'en parlerai plus, c'est qu'à partir du moment où on évoque une obligation de mettre en avant les œuvres européennes, ça imposera à un moment ou à un autre que l'on rentre dans la notion d'algorithme et qu'on rentre dans ces algorithmes, afin justement de bien vérifier que ces œuvres font l'objet d'une réelle exposition.
Je ne parlerai pas de portabilité, qui pour nous était... Alors, je sais que c'était un sujet très important pour la Commission, mais pour nous, c'était vraiment un micro-sujet pour lequel on ne voyait pas très très bien la portée réelle. J'insisterai sur un point qui n'est pas réglé aujourd'hui, c'est la possible remise en cause de la territorialité des droits, qui là est un principe absolument cardinal de l'écosystème dans son ensemble, et pour lequel, naturellement, une remise en cause serait totalement catastrophique. Qui est limité à l'info, non, finalement? Comment? Qui est limité à l'info, dans le règlement CAPSAT. Je pense qu'il y a encore des précisions qui s'imposent en la matière. Je crois que ce sera sûrement l'un des objets du débat auquel tu nous as gentiment invités. Peut-être pour compléter simplement sur la directive SMA et sur ces modalités, tu parlais de vigilance sur sa mise en œuvre, il y a un point en particulier que j'ai du mal à imaginer. Une chaîne ou un service est établi dans un État européen et diffusé, comme c'est le cas de Netflix, dans l'ensemble de l'Europe. J'ai lu qu'on n'allait pas faire de la double taxation, donc s'il y avait des obligations d'investissement dans le pays B, on les déduirait de ce qui a été payé dans le pays A. Mais quand c'est diffusé simultanément dans tous les pays, comment on détermine? Le pays A, on le connaît, c'est le pays d'établissement juridique. Comment on le détermine, le B, le C, le D, le E, le F, etc., et jusqu'à 27? Ça va être en effet assez compliqué, notamment quand on pense à une plateforme qui a une seule installation, une seule implantation en Europe. Bon. Néanmoins, si on fait un parallèle avec la problématique de la taxation, elle sera dans le pays de consommation en fonction des données déclaratives de la plateforme en question. C'est beaucoup trop tôt, de toute façon, pour dire quelles vont être les modalités d'application. De toute façon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois que cette directive, ce qui n'est toujours pas le cas, une fois que cette directive sera définitivement adoptée? Elle impose des textes nationaux de transposition. Nous, il y aura pour la France une modification assez profonde de l'actuel décret dit SMAD. Et sur cette base, on verra bien la façon dont les choses pourront se passer. Après, ce qui est clair, c'est que, en tout cas sur la taxation, il va de soi que ce système ne peut fonctionner qu'à la condition qu'il y ait une véritable coopération entre les instances de régulation. Je pense notamment à l'ensemble des CSA européens. Peut-être, Madame Stumpf, vous pouvez apporter quelques précisions sur l'aspect de territorialité des droits et l'état du débat, puisque votre... Indeed, so that is the main controversial point of the SETCAB regulation. And from our perspective, it is very important to stress that the Commission has very much taken into account the current model of exploitation in the audiovisual sector of territoriality. So the idea behind the SETCAB is not at all to put the territoriality as question. It is part of this regulation that right holders and broadcasters can very much make the choice to limit the exploitation of works to one particular country or even to a closer geographic circle. So this remains possible under the regulation. Also, the other part is very important to stress that when it comes to the remuneration, the rights clearance is facilitated, so you could clear the rights from one country out to be able to distribute the work to more countries, but this would not mean that the payment would be equivalent to the payment that you would need to do in one country. So that is also a very important aspect, that the remuneration has to correspond basically to the audience reached. Notwithstanding, we are indeed in discussion with industry to indeed stress that territoriality is not really at risk regarding this regulation. Again, this would facilitate the situation if a broadcasters would like to make its content accessible to more than one country, which could be a choice for certain types of content. It can do it more easily. However, if the broadcaster or the right holders wants to limit the distribution of its work to one country and sell country by country, this would be still possible in the same way under this regulation. I mean, I fully understand that the other panelists may not necessarily agree on this point, but for us, this is really very important
to stress. And this is indeed one of the points in the negotiations where a good Andreas Schüring solution will need to be found. Maybe we can have Madame Lorenzen, if from the Mediaset group, you have the same... Mediaset group. Well, actually, on territoriality, for us, it's contractual freedom. Je peux parler en français peut-être? En français, c'est très bien. Ben voilà. Donc, je pourrais peut-être vous faire un exemple. Pour nous, Digicom 24, qui est le premier site, et c'est aussi une chaîne de news sur le DTT, mais aussi le premier site d'information en Italie. Et au début, nous l'avons distribué sans géoblocking partout en Europe. Et puis, comme c'était un produit qui pouvait se vendre, se distribuer surtout en Amérique latine et aux États-Unis, bon, dans le contrat de licence, il y avait une obligation de géoblocking. Et bien sûr, nous sommes dans les marchés, nous ne sommes pas financés par une redevance, donc nous devons rester dans le marché et nous voulons pouvoir exercer ce droit d'avoir le maximum revenu dans nos investissements. Bon, le problème, donc, pour nous, la Commission nous dit vous pouvez toujours faire du géoblocking. Le problème, c'est quand il y a du contenu qui d'autres chaînes ont acquis dans d'autres États membres. Et nous avons déjà eu des problèmes avec des Allemands dans le temps, mais je ne veux pas rentrer ici dans les détails. Si le problème que nous avons eu, c'était un overspill dans le free-to-air, dans le terrestre. Mais dans l'online, évidemment, si une autre chaîne a les mêmes droits que moi, par exemple, d'une fiction, d'une série de télévision, elle ne bloque pas. Bien sûr, si moi j'ai acheté les droits, j'ai un gros problème. Encore plus grave si c'est un service crypté premium, par exemple, sur le foot. Donc, nous comprenons l'effort de la Commission de faciliter les choses, mais pour nous, la possibilité de renforcer toujours nos droits contractuels par le milieu contractuel, c'est de mettre le droit d'auteur au centre de notre système de développement. Et c'est cela, dans ces systèmes de valeurs dont M. Moiti tout à l'heure disait, c'est difficile de faire passer nos systèmes, les nouveaux acteurs peut-être ne sont pas enclins à prendre nos systèmes de valeurs, c'est ça que je pense que l'Europe devait mettre comme priorité. Ça veut dire valoriser les droits d'auteur sous toute la chaîne de la valeur. Donc pour nous, si avant même de parler de distribution pan-européenne, il faut d'abord nous assurer la protection du droit d'auteur, par exemple par la directive copyright, qui est aussi en cours d'adoption et maintenant au Conseil. Et donc, c'est ce shift de valeur qui nous permet d'être un peu plus fiers de ce que nous faisons, comme nous l'avons fait, par exemple, et c'est un des points dont nous allons parler tout à l'heure, de le GDPR. Donc, je pense que c'est le moment, non, dans cette redistribution des pouvoirs dans le monde, de dire, bon, on peut faire les choses à l'européenne. Et il ne faut pas être timide. Moi, je suis ravie que la Commission, maintenant, est dans cet esprit de surefficacité réglementaire. Mais il y a quelques années, c'était plus une espèce de timidité qui s'est traduite dans une largesse réglementaire vis-à-vis de cette nouvelle plateforme. Et comme vous le disiez tout à l'heure, cela s'est traduit dans un énorme pouvoir de marché par rapport aux acteurs européens comme nous. Nous, notre valeur boursière, notre chiffre d'affaires, c'est moins que 4 milliards d'euros maintenant, et nous devons concurrencer avec des groupes globaux qui ont jusqu'à 800 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc ça va être de plus en plus difficile. Il faut être rusé, il faut être comme David and Goliath pour rester dans le marché. Mais je pense que donc, nos valeurs, les droits de l'homme, ainsi bien que la propriété intellectuelle, doivent être au centre de notre modèle réglementaire. Donc on ne peut pas dire que pour l'instant vous soyez totalement rassuré par ce que disait Mme Sturm tout à l'heure. Ben là, je préfère laisser notre directeur général, parce que pour moi, c'était vraiment mon champ de bataille. Moi, c'est plus la directive copyright qui m'intéresse. Voilà. Bon, je présume qu'on va parler de SMA, alors je me lance. Écoutez, déjà, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de cartes potentiellement il y a beaucoup de sujets, oui. Effectivement, c'est très compliqué. Donc déjà,
pour le public. Merci de votre attention, parce que c'est vrai qu'on rentre dans le technique très rapidement. Bon, pour ce qui est des règles audiovisuelles, hein, donc on parle de SMA qui est revu tous les 10 ans. Là, on vient de passer l'essentiel de la revue. Il y a encore quelques détails à régler et on devrait avoir une version finale début juin. Bon, quel est le constat pour la télévision privée? Bon, quand on est les chaînes privées, nous, notre premier objectif, c'est toujours le réinvestissement. On cherche à trouver des nouvelles sources de financement pour s'assurer que le cycle continue, les productions continuent, etc., etc., pour le bien de tous, d'ailleurs, autant pour nous que pour la production, que pour l'Europe, d'ailleurs. C'est comme ça que se fait l'Europe. On a, je pense, avec la SMA, un bilan finalement assez mitigé. Il y a des trucs très bien, et puis il y a des choses un peu moins bien. En tout cas, si on regarde ça du côté des télévisions privées. Alors, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est qu'on voit une flexibilisation sur la pub. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein, on passe tous à des... on va rester dans 20% de pub, plus ou moins. Enfin, bon, entre minuit et 6 heures du matin, il n'y aura rien. Mais on va rester dans les 20%, mais on pourra les allouer de manière plus intelligente. Donc déjà, ça va donner une flexibilité à la télévision qu'elle n'avait pas avant, sur des règles de 12 heures minutes, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des considérations sur les intégrités des œuvres, etc. Je veux bien, mais il faut qu'on se pose la question aussi, comment est-ce qu'on veut payer pour cette production? Donc donner de la flexibilité, c'est déjà pas mal. On est loin de ce qu'on pensait au début de cette proposition, qui était une flexibilité totale. On n'est pas là, mais c'est mieux que rien. Sur les plateformes, et là on parle Google, Amazon et autres. Bon, sur Google certainement, sur YouTube, bon, quelles sont les avancées? Les avancées, c'est qu'elles vont être soumises à des obligations qualitatives, article 9. Bon, est-ce que c'est assez? À mon avis, et je pense pour beaucoup de gens dans la profession, clairement non. Ce n'est pas assez, ça ne va pas shifter le marché de la pub. Et comme vous le savez très bien, le marché de la pub en ligne est contrôlé par 2 compagnies. Il est en augmentation croissante sur le numérique et on est en déclinaison pour la presse papier et relativement stable pour la télé. Bon, ces courbes ne vont pas s'inverser à cause de SMA. On va continuer à avoir une différence par rapport aux acteurs plateformes de compétitivité, parce que quelqu'un qui veut vendre une pub aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de la faire passer sur YouTube que de la faire passer chez nous. Est-ce qu'on peut peut-être juste essayer de ne pas rentrer dans chaque point de la directive, parce que là, je crains que... Si vous voulez, alors je vais peut-être d'aller sur les points majeurs. C'est les points majeurs. Vous savez, il y a 30 EDE articles, je vous en parle que de 4. Donc, mais sur le principe... des quotas, bon, l'association que je représente, elle n'a jamais été pour les quotas. Ça serait dur de demander à des télévisions commerciales d'être pour des quotas. Sur le fait d'imposer des taxes ou l'option de taxes, évidemment qu'on a œuvré contre. Je suis content d'ailleurs qu'il y a au moins des garde-fous dans cette décision, parce que, bon, allez, on acte, hein, c'est la fin du principe... du pays d'origine et on va vers le principe du pays de destination. Actons, mais sachons aussi que en taxant ces gens-là, etc., qui ne sont pas les plateformes qu'on va taxer, on va bien taxer les chaînes commerciales qui sont celles qui investissent. Donc, moi, je plaide pour l'équilibre. C'est-à-dire, je plaide pour un environnement où on peut continuer à investir et à ceux qui font un boulot pratiquement comparable à nous et qui servent les mêmes types de contenus, que le téléspectateur soit protégé de la même manière et qu'il y ait la même approche commerciale. On n'est toujours pas là. Pour moi, la révision aujourd'hui, elle aurait dû être faite il y a 10 ans. On a 10 ans de retard par rapport à ce qu'il faudrait faire sur le marché. Mais bon, on a ce qu'on a, on va avancer avec. Il y a des bonnes choses, comme je dis, et grand courage à la Commission qui s'est battue très très dur, je le sais, sur plein de principes importants. Mais il y a une ligne politique qui est fixée, on prend acte, on va continuer à investir, on va continuer à se battre pour essayer d'avoir des règles qu'on trouve équilibrées avec les plateformes, parce que c'est le grand sujet des 5 prochaines années. Et je pense que, d'ailleurs, cette Commission, quelque part, politiquement, hein, le côté politique de la Commission a péché en ne voulant pas s'adresser à la directive e-commerce, et a fini par se disperser sur plein de différents dossiers différents sans tacler le vrai problème, et on finit toujours par y arriver, qui est la responsabilité des plateformes. Le statut des plateformes. Peut-être Thomas Nargeros, pour avoir l'œil des producteurs à la fois, président de l'USPA et puis producteur à toi-même, bien sûr. D'abord, juste un mot anecdotique, mais en tout cas, ça me fait rire, puisque depuis quelques années, on entend en France de façon récurrente
la question et le sujet du fait que la réglementation audiovisuelle en France serait trop compliquée et qu'il faudrait la simplifier. À l'occasion de cette directive, sur laquelle le travail effectivement de la Commission a été considérable, je pense que tout le monde s'aperçoit qu'elle est d'une complexité rare. Et je suis donc du coup assez étonné, je ne suis pas étonné, mais finalement ça répond quasi automatiquement à la réponse qu'on faisait les uns et les autres, et d'ailleurs le CNC aussi, qui est de dire simplifier si on peut, pourquoi pas, si c'est mieux pour tout le monde, oui, mais on est dans une activité qui est d'une complexité absolue et qui, chaque année, l'est un peu plus, on le voit avec l'arrivée de ces nouveaux entrants. Donc en tout cas, je fais juste cette mini-parenthèse qui est de dire, le sujet, c'est d'avoir une bonne réglementation pour l'ensemble des acteurs et pour essayer, en particulier en France, de recréer de la croissance, puisqu'il n'y a plus de croissance dans le secteur audiovisuel français depuis plusieurs années. Alors qu'en Allemagne et en Angleterre, où on a quand même un volume d'activité du secteur qui est 50% au-dessus de celui de la France, ils sont en croissance et nous, on est en stagnation quand on n'est pas en régression. Donc le sujet de la simplification ne me paraît pas en soi être l'outil principal. Après, évidemment, je ne vais que rejoindre ce qui a été dit par un certain nombre de personnes. On est évidemment ravis de l'aboutissement de cette directive. Maintenant, il y a encore un certain nombre d'étapes techniques et le passage au Parlement européen. Et c'est vrai que du côté, en tout cas, de la production, il y a évidemment deux endroits sur lesquels on a une grande vigilance, qui est d'abord, de savoir, qui est la question, effectivement, comment va être, d'une certaine façon, contrôlé à la fois ce qui est aujourd'hui acquis, les droits, on va dire les quotas de diffusion, on peut les appeler comme ça, mais aussi à un moment, parce que ce sera par pays installé une forme d'obligation de production, et ça c'est un élément très important, et en particulier celui de contrôle qui était évoqué, et le deuxième qui a été évoqué aussi, qui est absolument central, c'est celui de la territorialité des droits, qui est évidemment à la fois fondamental parce qu'il est absolument nécessaire pour à la fois le financement et le développement de la création dans chaque pays, en particulier en France, et le deuxième parce qu'il ne faudrait pas qu'il crée un effet de distorsion de concurrence avec d'autres acteurs, et en particulier les diffuseurs privés ou publics qui sont sur le marché français. Donc au final, c'est formidable, mais on n'est pas encore au bout. Il y a encore des sujets importants, en particulier celui de la territorialité des droits, qui est réellement vital. Rebondir. Si je peux me permettre, sur cette question de la complexité, c'est vrai que le diable est dans les détails. Donc pour nous, si avant, au début du DSM, du Digital Single Market, notre préoccupation, c'était la transparence, la définition des responsabilités des plateformes. Là, maintenant, c'est la cohérence même entre les différentes initiatives de la Commission. Parce que, bon, Christine le sait très bien, la directive AVMS, sur la responsabilité des plateformes, avait une approche tout au début complètement différente par rapport à la directive copyright. Et puis, c'est après l'intervention du Parlement que les deux se sont rapprochés. Mais il y a encore des considérants qui, à mon avis, ne sont pas clairs. Bon, ce n'est pas question de rentrer ici dans les détails, mais je pense que cette question de la regulatory consistency, non, c'est vraiment très important. Sinon, les choses que, comme on dit en Italie, on fait sortir de la porte ne rentrent pas par la fenêtre. Voilà. France aussi, j'entre par la fenêtre ou par la cheminée. Oui, enfin, sur la territorialité, c'est clair que je pense qu'il faut revenir aux intentions politiques, parce que finalement, ce sont les intentions politiques qui donnent un peu la vision. On est parti sur une commission qui termine l'année prochaine, qui a eu, enfin, en tout cas pour certains observateurs, une certaine obsession avec des questions d'accès. Et je crois qu'on s'est très vite rendu compte que, c'était des questions certainement intéressantes, mais qui ne faisaient pas basculer le public. Je pense qu'avec la portabilité, on est vraiment arrivé à assurer une grande partie de la réponse à cette demande d'accès. C'est-à-dire, vous avez un abonnement, vous vous baladez en Europe, c'est normal que vous ayez accès à votre chaîne. Parfait. Par contre,
une proposition telle que SATCAB qui vise, selon nous, à en fait détruire le géoblocage et donc détruire la territorialité des droits de fait, ça va peut-être aider 3 Suédois qui sont au milieu d'une île entre la Finlande et la Suède, mais pour l'ensemble des Européens, ce n'est pas un bon résultat parce que pour ceux qui payaient des abonnements moins chers, les abonnements vont monter, il y aura des contenus qui seront plus disponibles parce que les gens vont reprendre leurs droits. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, c'est un mouvement de se retirer derrière les frontières. C'est un peu un mouvement du SMA aussi, d'ailleurs. On se retire derrière nos frontières. Bon, alors, à ce moment-là, pour moi, c'est un constat d'échec, cette politique d'accès. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on fait de la croissance et de l'emploi. Et ça, c'est la première promesse de la présidence Juncker. Donc, par le fait qu'on a voulu prendre trop de place sur ça, on a raté effectivement des sujets essentiels. Je parlais des plateformes. Je pense que le droit d'auteur, on est très inquiet de là où ça va, parce qu'il y a des débouchés qui peuvent être très très positifs, et la Commission a œuvré dans ce sens. En même temps, on voit comment tout un dossier peut se retourner en l'espace d'une semaine, avec finalement une directive droit d'auteur qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour les plateformes que c'est le cas actuellement. Donc, si vous voulez, là-dessus, on se pose vraiment des questions de savoir s'il va y avoir une cohérence au fond, voyant que tous ces petits dossiers étoilés vont dans différentes directions et au final ne servent pas une vision unifiée de ce que veut faire l'Europe avec l'audiovisuel. Et je crois que c'est ça finalement qui manque. On n'appelle pas à une stratégie industrielle pour l'audiovisuel, mais on appelle à une vraie stratégie pour l'audiovisuel. Madame Gabriel tente de faire ça, je pense, et elle se donne beaucoup de mal, mais bon, elle arrive à mi-parcours, elle arrive un peu tard quelque part, et elle n'a donc pas autant de moyens législatifs qu'elle voudrait en avoir. Sauf Merci. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire que pour se rappeler, lors de la constitution de l'actuelle commission et des premiers propos qu'on avait pu entendre, je pense notamment à ceux du vice-président de la Commission européenne, c'est vrai que quand on voit les résultats obtenus, on peut être plutôt satisfait et on note une forte évolution en la matière. Une évolution qu'on ne peut que saluer, dont on ne peut que se féliciter. Il y a un autre point qui vient, en tout cas j'ai eu l'info ce matin, peut-être que d'autres l'avaient avant, mais c'est qu'il semblerait que dans le nouveau budget de la Commission européenne, le programme Média soit non seulement préservé, mais en plus assez significativement augmenté, avec de surcroît une vraie spécificité qui a été gardée et, si j'ai bien tout compris, une non-fusion dans un ensemble plus vaste qui aurait pu être autour d'Europe créative. Ça, je pense que c'est un excellent signe qui est donné par la Commission européenne en la matière, et si tout cela est bien confirmé, on ne peut que s'en féliciter. Le programme Média est un programme absolument formidable qui joue un rôle tout à fait essentiel en accompagnement de financement d'un certain nombre d'œuvres cinématographiques européennes. Et je dois dire qu'à travers cela, avec ce qu'on vient d'obtenir sur SMA, avec ce qui nous est annoncé sur Média, les plus eurosceptiques d'entre nous pourraient devenir de plus en plus ouverts et trouver à travers cela une forme d'espoir, voire d'espérance. Donc, gageons sur l'espérance. Sur ce que disait Christophe à propos du programme Média, est-ce que vous avez des informations qui complètent ou qui prolongent ce qu'il disait à l'instant? Parce que c'est effectivement important dans un festival. No, it is indeed important, and what has been discussed in this panel regarding the overall approach of the Commission. It is indeed important to see everything together, what we do regarding audiovisual. So all these legal instruments together with the media program. At this point, I don't have any particular final information that I could share regarding the media program, but that is indeed and remains an important pillar in audiovisual policy. And also to add a little bit what has been discussed in the round, indeed what the Commission is trying to achieve is to give benefits from the digital single market, a single market that already exists in other fields regarding other goods like shoes or cars, also in the audiovisual industry, taking into account the specificities like territoriality. There, it is very normal that we may not make one
actor happy in all aspects. I would be actually very worried if, for example, Grégoire would tell me he is absolutely happy with all the parts of one directive, because I think the role of the Commission is to find a balance to give something to citizens, to businesses, so that both can benefit from the potential of an entire market. And that is also what we are trying to do in copyright. So we indeed are taking into account territoriality. We stress, maybe not well enough, that contractual freedom remains the basis, but at the same time we also see as our role to open the market as much as possible so that consumers can have access to all the audiovisual works that are produced in the different countries. And indeed, that it's also maybe important to stress that there are different kind of audiovisual products. For one product, it may be a very good business model that, for example, a broadcaster makes its work accessible at the same time everywhere in Europe. For another production, for a high quality and high investment series, it may be very normal to wanting to distribute it territorially. And I am very much optimistic that in the end we will find a solution that balances all these interests, both to the benefit of consumers and the industry. And I think the consumers have to be taken seriously here because their demands are changing, and I think also the marketplace, as also explained in the previous panel, needs to adapt, and what we are trying to do as the Commission is to facilitate new business models as well. Okay. Juste pour rapidement sur le programme média, bon, nous on ne demande pas forcément énormément de fonds au programme média, mais juste pour mettre en perspective, je crois qu'on parle d'un peu plus d'1 milliard, enfin bon, c'est un peu moins de 5% que ce que mettent l'audiovisuel privé et public dans le budget chaque année. C'est à peu près la même chose que ce que perdent les sociétés dans l'audiovisuel au piratage chaque année en France. Donc il faut essayer aussi d'être concret par rapport à d'où vient l'argent, comment est-ce qu'on garde l'argent dans le système, etc. Et ce qui manque, et ça tout le monde le dit, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est des vraies lois de mise en œuvre sur le piratage. On n'est toujours pas très loin du compte, même s'il y a plein d'efforts qui sont mis en compte, mais il y a clairement une très mauvaise volonté de certains acteurs de s'exécuter là-dessus. Et je pense que oui, c'est bien de pousser des politiques de programmes médias, c'est bien pour la qualité de l'Europe, etc. Mais regardez où est le plus grand pot de financement possible, c'est en mettant une fin au piratage dramatique qui draine l'industrie depuis des années et qui continue. Parce qu'on nous explique qu'il s'il y a plus d'accès, il y a moins de piratage. Je suis désolé, il y a beaucoup plus d'accès aujourd'hui et il y a beaucoup plus de piratage. Donc, ce n'est pas en créant de l'accès qu'on va mettre fin au piratage. Donc, c'est une chose que je voulais au moins soulever parce que c'est un élément important pour le futur. Ok, puis ce matin... Je peux me permettre, encore une fois, vive la France, parce que Madame, votre ministre de la Culture, Nicole, vient d'annoncer un projet sur le bloc de sites pirates, que je pense que c'est un bon complément de l'Adopi, parce que l'Adopi, c'était plus de l'éducation. Et là, maintenant, comme la piraterie, c'est de plus en plus pas du simple downloadage, mais c'est sur le streaming, c'est vraiment important. Et un complément aussi de la directive copyright, où j'espère que la Commission, avec l'aide du Conseil du Parlement, ils arriveront à définir la responsabilité des plateformes à la YouTube, que pour nous, c'est de la piraterie blanche. Ça veut dire la piraterie noire, c'est des sites pirates carrément, mais la piraterie blanche, c'est laquelle que nous avons vu grandir et qui a bénéficié de cette largesse réglementaire. C'est maintenant le temps de faire la part des choses, parce que si on ne contrôle pas la technologie contrôlera. Donc pour nous, la technologie, c'est en fonction des droits d'auteur, pas le contraire. Hein. Mais si je peux revenir à la VMS, comme Greg l'expliquait tout à l'heure, nous, il y avait une seule question que nous demandons. C'est vrai, le programme média, c'est un pilier de l'audiovisuel européen, mais nous, ce que nous demandons simplement, c'est d'être en mesure de concurrencer et de maximiser notre revenu. Donc l'effet que
on a plus de flexibilité maintenant avec la limite quantitative flexible, mais le volume reste le même. Par exemple, en prime time, nous avons un total de 72 minutes. Les plateformes, bon, c'est vrai, c'est comme le fleu, c'est comme le mauvais temps, on ne sait pas quoi faire. Bon, on ne sait pas comment faire, donc on ne les réglemente pas. L'effet qu'ils n'aient pas, en plus, l'effet qu'ils n'aient pas des établissements stables, c'est vraiment difficile de leur mettre en limite. Bon, maintenant, il y a les nouvelles lois sur la taxation, mais c'est vrai que c'est de la concurrence déloyale pour nous, parce que potentiellement, par exemple, en Italie, ils peuvent, on sait plus ou moins qu'ils récoltent déjà presque 2 milliards d'euros, pas déclarés, et en plus, ils peuvent faire du dumping sur les prix. Donc, pour nous, c'est essentiel de pouvoir continuer à concurrencer, mais de cette façon-là, c'est pas clair et net. Alors justement, pour ouvrir encore un dernier sujet ou un sujet supplémentaire dans les champs de concurrence, le RGPD ou GDPR, donc le sort qu'il va faire au traitement des données, et puis potentiellement derrière la directive e-privacy. Et ce qu'à la fin, on est en train de favoriser encore les plateformes digitales américaines généralement, ou est-ce que la réalité est plus contrastée et je ne sais pas celui d'entre vous qui veut se saisir du point en premier. Alors, juste pour préciser, on parle d'une loi spéciale à l'intérieur, lex specialis, hein, c'est ça, e-privacy, à l'intérieur du règlement général sur la protection des données qui va devenir réalité, là, le 25 mai. Donc, si vous avez des petits établissements, préparez-vous, ce n'est pas si simple que ça. Je pense que fondamentalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver des débouchés de revenus. Bon, il y a la pub sur le linéaire, il y a la pub forcément en ligne. Donc, on est soumis aux mêmes outils et au même mode opératoire que n'importe quel autre qui font de la pub. Après, il faut se poser la question simplement de dire quel est le degré de mal que prendre une télé qui prend des données fait par rapport à un immense pieuvre comme Google qui va prendre vos données et les utiliser pour 1000 et une choses. Bon, ça c'est la première chose. Ou Facebook, pour ne pas dire. Et donc, ça, c'est une vraie question pour nous, et on ne voit pas forcément cet équilibre-là. Et on a aussi un problème, bon, sur plein de points, mais le point fondamental, c'est qu'in fine, cette loi, elle dit, on va faire ça au niveau du browser. Non, désolé, si vous faites ça au niveau du browser, vous leur donnez encore plus de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? On est encore à renforcer la position de pouvoir des plateformes. Je pense que l'Europe a fait une bonne chose en voulant pousser sur les données. C'est essentiel, c'est un droit fondamental. En même temps, elle doit faire attention de ne pas griller ses propres industries en le faisant. Parce que quelque part, la publicité en ligne, oui, c'est le futur, et c'est comme ça qu'on veut essayer d'arriver à grandir. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment en pénalisant toute une série d'acteurs européens ? Concrètement, pardon, du coup, concrètement, on fait comment ? Avec un règlement qui rentre en vigueur dans 3 semaines ou 3 semaines et 2 jours. Pour moi, e-privacy, je suis désolé, je suis pessimiste, hein, mais je pense pas que ça passera. Honnêtement, il y a tellement de réticence au niveau des États membres, je pense pas que ça passera. Mais le règlement GDPR, ça, il arrive le 25. Voilà. Donc là c'est autre chose. Là, on parle de consentement, de termes pour utiliser, de façon d'utiliser les données et comment elles peuvent être utilisées et quels sont les devoirs du processeur et quels sont les devoirs de la personne qui a les données, qui est du propriétaire des données. C'est toute une série de règles. C'est un règlement qui fait 120 pages, qui est assez compliqué, donc on peut rentrer dans les détails. Mais si on considère que puisque un des points qui a été soulevé plusieurs fois, c'était le fait qu'à la fin d'avoir un ensemble de règles cohérentes, la cohérence de l'ensemble de règles qui sont posées. Un des fils rouges, ça pourrait être la relation avec les acteurs du nouveau monde, entre guillemets, avec les plateformes digitales. Donc, est-ce que sur la territorialité, pour essayer un peu de synthétiser, on a compris que c'était encore sous surveillance. Les aspects d'exposition des œuvres et de financement, de participation au financement, c'est plutôt bien
sous réserve simplement des modalités d'application. Et les aspects règlement, enfin accès aux données privées, consentement, RGPD, GDPR, c'est gérable. Oui, enfin, je pense que la cohérence, c'est même, je pense que la cohérence là-dedans, c'est même régime, plutôt même attente, même régime. Donc même téléspectateur consomme une forme de contenu qu'il le consomme où il veut, il peut s'attendre aux mêmes formes de protection, que ce soit pour sa vie privée et pour d'autres. Je pense que s'il y a un fil rouge, c'est vers là qu'on va. Thomas ? Non ? Juste sur ce sujet-là, j'avoue que j'ai sur l'ensemble, hein, sur l'ensemble, moi, ce sur quoi je rebondis, c'est ce qui a été dit en dernier par Philippe Moati sur la grande distribution. Et c'est là-dessus que je rebondis, c'est que je dis on est en train de parler à travers cette directive, et c'est évidemment fondamental, on va dire des droits et devoirs, en particulier des plateformes. En Europe, le problème, c'est qu'en France, on n'a en gros pas de plateforme. On a en gros quasiment pas de services de médias à la demande français. Et que donc aujourd'hui, ce n'est pas un retard qu'il faut combler, c'est que je ne sais même pas ce qui est aujourd'hui faisable. C'est que par rapport même à un certain nombre de pays européens, même au Québec, etc., la France accuse un retard d'offres qui est absolument dramatique. Donc aujourd'hui, c'est très bien parce qu'on est en train effectivement de voir les droits et devoirs des uns et des autres, et en particulier des grandes plateformes, etc., que ce soit effectivement à travers Google, Netflix, etc. Mais encore une fois, c'est là où je dis je suis très inquiet, parce qu'en France, on est sur le monde d'avant. Parce qu'en plus, c'est vrai, quand je dis tout à l'heure la question de la territorialité, il ne faut pas créer de distorsion concurrentielle, etc. Mais finalement, c'est pour qui? C'est pour les acteurs linéaires. Parce que les acteurs non linéaires en France, c'est qui et ça pèse quoi? Et c'est ça aujourd'hui le problème quand même très très grave. Donc la question, enfin, qui pourrait être d'ailleurs celle de la France, mais peut-être de l'Italie, de l'Allemagne, de nombreux pays européens, c'est l'existence d'une plateforme locale suffisamment structurante pour pouvoir être par pays, européenne. Par exemple, une plateforme, France Télévisions, TF1, M6. Évidemment, dont on sait qu'elle est depuis 8 ans dans les tiroirs des uns et des autres, et que pour des questions qui n'ont rien à voir avec la question de la nécessité absolue de créer ces plateformes, n'ont jamais été faites, parce qu'à chaque fois, c'est des mauvaises raisons politiques des uns et des autres qui font qu'ils n'ont pas avancé. Et quand on voit aujourd'hui là où en est la plateforme de France Télévisions, quelque part, ça ne peut que renforcer ce constat qui est objectivement grave, parce qu'effectivement, le moment est arrivé. Quand Philippe Moati disait tout à l'heure, mais en gros, quand ils se sont réveillés, c'était trop tard. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement trop tard. L'Italie, vous avez les mêmes réflexions entre acteurs. Donc, pour nous, il faut dire que nous sommes revenus à la centralité de notre core business dans le free-to-air. Donc, plateforme, pour nous, cette consommation en solipsisme, bien sûr, on a notre propre service Infinity qui a 6000 titres, donc qui a déjà 3,2 millions des gens qui ont activé l'abonnement, parce qu'il y a deux types d'abonnements. C'est l'abonnement mensuel qui peut être supprimé à tout moment, mais il y a aussi des cartes prépayées. Hein, donc, on est structuré. Mais pour nous, vraiment, la façon de concurrencer dans ce monde global, c'est de puiser encore plus sur la diversité. Et le numérique, ce n'est pas simplement la télé, pour nous, c'est la radio aussi. Donc, ce que je vois, il y a une espèce de, je pense, comment dire, de cross-fertilization, hybridation entre la télé et la radio commerciale, où on crée des histoires, surtout avec les programmes de Flux, avec les realities, avec les talk shows, où il y a nos programmes à nous qui marchent. Et par contre, par rapport à des plateformes contre qui nous n'avons rien à dire, Netflix, parce qu'ils respectent le droit d'auteur, donc ils sont tout à fait dans la norme. Mais par rapport à leur narration, je vous fais un exemple. Sur la mafia, pour eux, c'est plutôt la célébration de la mafia, genre Padrino, genre Gomorra. Pour nous, si tu n'as pas grandi en Italie, peut-être tu ne connais pas Falcone, Borsellino, les juges qui ont perdu leur vie pour lutter contre la mafia. Et donc, c'est ça, les histoires que nous
nous préférons raconter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est David and Goliath, mais nous sommes bien plantés dans nos racines, nous savons bien qui nous sommes et où nous pouvons aller, pourvu que la réglementation ne soit pas figée et nous permette aussi, donc pour nous c'est one step down, mais pour tout le monde. Et là, nous n'y sommes pas encore tout à fait, parce qu'il y a toujours cette... Je suis désolée de le dire, hein, ce n'est pas contre la Commission, mais en Europe, nous avons souffert de cette espèce de séduction de Silicon Valley avec un complexe d'infériorité. On n'a pas Silicon Valley. Je suis désolée, bon, nous, on n'a pas passé nos années d'université à faire Computer 101, coding, mais on sait très bien quelle est la différence entre l'éthique et la morale. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour l'apprendre. Hein, donc... je pense que ce qui s'est passé récemment, c'est un peu la preuve qu'il faut être un peu plus fier de nos systèmes et de nos valeurs. Hein. Il est la nuit ou pas loin, donc bientôt l'heure de conclure. Peut-être un mot de conclusion, Madame Sturm, pour en même temps que vous voudrez peut-être répondre à Madame Lorenzon. Sur l'équité, ce que je comprends être la préoccupation d'équité entre les acteurs européens et les acteurs globaux de la Silicon Valley. Well, it is indeed very difficult to enter into these debates when European players and US players are contrasted against each other, and often it is seen that it may be American players, for example, benefiting from European regulation. At the same time, it is important to keep in mind that actually rules that facilitate, for example, rights clearance or facilitate a cross-border transmission, that would certainly benefit also pan-European players, because especially for smaller European players who enter the market, it's much more difficult to comply, for example, with 28 or 27 set of rules. So I think it's important to keep this in mind. On the other hand, certainly the European Commission has no silver bullet to find a way to suddenly increase the competitivity of the European sector against the Americans from one day to the other. We have to see what kind of instruments the European Commission has and what we can do in this regard. We are using all these instruments. We are using the instruments when it comes to regulation. Our colleague on competition is using the instruments that are at her disposal. That is not for me to enter into details. I mean, it is certainly not my mandate to speak about that part. So I think this needs to be in the broader context, because it is not our possibility to fix a market situation that is certainly there. The only thing that we can do is to try to give better conditions for European players as well. And I mean, just to reassure, certainly all the instruments that we are proposing are certainly complex, and indeed one important part is to find balance between them, both to benefit industry and citizens, and also to make sure that the specificities of each sector are taken into account. I'm not sure if I answered the question, but if you precise, I can certainly give it a try. Mais un dernier mot pour chacun, si vous voulez bien essayer de répondre en une phrase ou deux maximum. En conclusion, c'est un peu provoquant, mais je comprends que ce qu'on aime dans la directive SMA, c'est qu'elle est finalement une amélioration de la directive télévision sans frontières, enfin une modernisation, mais que dans le reste des chantiers du Digital Single Market, il y a plutôt beaucoup de scepticisme sur tout ce qui pourrait mettre en cause la territorialité, des droits par exemple. Donc à la fin, est-ce que c'était une bonne idée de lancer les chantiers du Digital Single Market ? Peut-être Christophe. Je crois qu'il n'y avait pas tellement de choix, parce qu'à l'époque de Télévision sans frontières, les grandes plateformes du numérique n'existaient pas. Moi, en mot de conclusion, je dirais que j'ai peut-être été un peu traumatisé par la rencontre que nous avons faite avec tous les CNC européens du vice-président de la Commission, alors qu'il venait tout juste d'arriver. Et je dirais que, eu égard à ce qu'on a entendu à ce moment-là, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, on peut dire qu'on revient de loin. Moi, j'ai juste un vœu à formuler,
j'aimerais bien qu'avec l'Europe, avec la Commission, avec le Parlement, qu'on parle peut-être un peu moins de consommateurs, qu'on parle un peu plus de diversité culturelle, d'exception culturelle, d'œuvres, de culture, des choses qui nous permettent peut-être de dépasser le simple cadre de l'économie et d'essayer d'évoluer vers des hauteurs un peu plus importantes dans lesquelles, je le crois, le citoyen européen se retrouvera beaucoup plus. Merci. Pardon. Écoutez, pour moi, le mot de la fin, c'est de dire que comment est-ce qu'on continue à investir. Ce n'est pas une question d'Américains contre Européens, c'est une question de qui investit et comment, et de quelle manière, et comment est-ce qu'on peut les aider à continuer à investir plus de manière pérenne. Et sur ce, je pense qu'effectivement, est-ce qu'il y a une cohérence dans SMA? Je pense que oui, certains s'y retrouveront, peut-être d'autres moins. Est-ce qu'il y a une cohérence sur les autres dossiers? C'est encore très dur à voir. Parce que les détails sont vraiment essentiels et on n'est pas là. Ce qui est certain, c'est que les grosses batailles seront pour la prochaine commission. Ça, c'est certain. Moi, je veux revenir à ce que je dis tout au début, c'est la regulatory consistency, donc la cohérence. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est dans la définition de responsabilité des plateformes, c'est une possible incohérence entre la VMSD et la directive copyright. Donc, si on n'arrive pas à y voir clair là-dessus, il faudra peut-être réouvrir l'e-commerce avec la prochaine commission, la prochaine législature. Juste d'un mot, effectivement, je pense que Christophe a entièrement raison, on n'avait pas le choix. Donc c'était une nécessité absolue. On peut quand même que fondamentalement se féliciter de ce premier résultat, même si encore une fois, il y a des sujets sur lesquels on différons, mais sur lesquels les uns et les autres, on a cette forme de vigilance. Et après, moi, je reviens effectivement aussi à ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce qui, encore une fois, c'est absolument nécessaire, mais d'un point de vue plus macro, sur la France, je suis globalement inquiet par la question de savoir, c'est est-ce que la France va réussir à garder, voire à être capable de nouveau croître sur un secteur qui est absolument vital, à la fois évidemment en termes économiques, mais comme le disait Christophe, fondamentalement en termes culturels pour la France, en termes de rayonnement aussi, et qu'aujourd'hui, tout n'est pas là pour que ça se produise. Une phrase pour avoir le mot de la fin, s'il vous plaît. I mean, from the perspective of the Commission, what we are working is to deliver all the elements of the digital single market package with a balanced outcome, taking into account all the worries that have been said. One sentence about the coherence between the Audiovisual Media Services Directive and the Copyright Directive. Indeed, that needs to be taken account, but also the different type of content and different may require different type of solutions, but we are certainly looking into finding a coherence. I'm happy to discuss more in detail. Thank you very much. Thank you all.